Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être là, parce que c'est un grand luxe maintenant de parler devant des êtres en chair et en os, donc merci de vous être déplacés, et merci aussi évidemment à ceux qui ne sont pas là pour diverses raisons, mais dont l'attention est, j'imagine, tout aussi en éveil. Donc effectivement, je vais vous entretenir ce soir de ce sujet complexe. Vous entendez bien au niveau micro, ça va? Bon. Donc, Jung, en quoi Jung a-t-il été un visionnaire? Dire de quelqu'un qu'il est un visionnaire est toujours à double tranchant. Car ce terme suscite aussi bien la fascination que le rejet. Ainsi en est-il tout particulièrement de Carl Gustav Jung, considéré par les uns comme un grand sage, voire même un prophète, ce dont, on vient de vous le dire, et je le répète, il s'est toujours défendu, et vilipendé par les autres pour avoir fait de la psychanalyse une forme de mystique, enfin c'est ce qu'on lui reproche, au détriment de son caractère scientifique, et avoir prêté une attention suspecte aux phénomènes que l'on dit occultes, à défaut d'en proposer une explication sensée, comme l'a justement tenté Jung. Alors plutôt que de chercher à concilier à tout prix ces deux visions extrêmes et caricaturales de l'homme qui chercha toute sa vie à réaliser la conjonction des opposés, mieux vaut sans doute nous intéresser de près à l'activité visionnaire déployée par ce grand médecin de l'âme dans le cadre de sa vie personnelle, comme dans son métier de psychiatre et d'explorateur de l'inconscient. Alors, qu'est-ce au juste qu'un visionnaire? Indépendamment de la manière dont Jung l'a incarné, qu'est-ce qu'un visionnaire? De quoi parle-t-on en général quand on parle d'un ou d'une visionnaire? C'est un homme ou une femme, il y a eu beaucoup de femmes parmi les visionnaires, à qui des facultés paranormales, excédant la simple lucidité, ça ne suffit pas, hein. D'être lucide, c'est déjà pas mal, mais ça ne suffit pas. Eh bien, ces facultés paranormales permettent de voir ce que les autres êtres humains ne voient pas ou le font parfois qu'entrevoir. Souvent poète, quand il n'est pas mystique, et parfois les deux à la fois d'ailleurs, le visionnaire pourrait dire, comme Arthur Rimbaud dans Le bateau ivre, « Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir ». Ces visions s'imposent le plus souvent à lui sous forme d'apparition, hein, il y a la vision apparaît, il y a toute une phénoménologie de la vision, d'apparition imagée, hein, l'image est prégnante, en général porteuse d'une révélation, directement compréhensible, parfois, ou nécessitant une interprétation. Certaines de ces visions peuvent inspirer force et sérénité. Je pense en particulier à celle très connue d'Hildegard de Bingen, bien sûr, XIIe siècle, tandis que d'autres provoquent une souffrance extrême, comme ce fut le cas pour le mystique suisse Nicolas de Flue, mystique du XVe siècle, dont le visage était, paraît-il, crispé de douleur après que la Trinité lui est apparue. On sait que Jung s'intéressa aux visions de son compatriote, et ce qu'il en a dit est très révélateur de sa propre conception de l'activité visionnaire. C'est dans la vie symbolique. J'avoue, dit Jung, que c'est là un fait difficilement explicable, il parle de la vision, pour qui n'est pas au courant de mes conceptions quelque peu démodées au sujet des visions et d'autres choses de ce genre.
Je n'ai absolument rien à redire du point de vue médical au cas de frère Nicolas. Je le considère comme un homme sortant un peu de l'ordinaire, mais sans aucune tendance morbide, et très proche de moi sur le plan humain. 2 points, mon frère Nicolas. Hein, la proximité est affirmée là. Mais un visionnaire peut également être quelqu'un dont les intuitions et ou les recherches savantes ont élargi le champ de conscience au point de lui permettre une vision anticipée du futur. Vous voyez, il y a 2 conceptions, je crois que c'est important de les rappeler d'emblée, et Jung fut à cet égard doublement visionnaire, car certaines des visions qui s'imposèrent à lui se révélèrent prémonitoires, on va en voir quelques-unes, parmi les plus connues, tandis que sa vision du futur découle le plus souvent de ses observations de médecins psychiatres et d'hommes de culture, plus conscients que ses contemporains du devenir probable de l'humanité, compte tenu de la situation qui est actuellement la sienne, mais aussi des paramètres inconscients qu'il lui faudrait connaître afin de n'en pas subir les effets. Alors, quoi qu'il en soit, de ces 2 conceptions de la vision, dont nous allons voir des exemples, quoi qu'il en soit, Jung écrivait en 1956 à un correspondant, c'est dans le tome 3 de la correspondance, « Nul ne peut avoir une vision sans être transformé par elle. » Toute vision authentique, et nous verrons dans quelles conditions elle peut l'être, serait donc un appel à la transformation. Et l'on sait que Jung entendait par transformation le processus d'individuation, autant dire la réalisation du soi, grâce à l'intégration par la conscience des contenus inconscients. Alors, quel rôle a joué la vision dans la vie de Jung ? Souvenons-nous de la phrase par laquelle débute son autobiographie. « Ma vie, dit-il, est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. » C'est là une manière de rappeler que dans son cas, les événements intérieurs, c'est-à-dire les événements de l'âme, ont été plus nombreux et importants que les faits extérieurs. Jung disait que sa vie était pauvre en faits extérieurs. Quand on regarde sa vie, c'est très relatif quand même. Hein. Bon. Mais il faut dire que sa vie intérieure était d'une telle richesse que l'extérieur avait du mal à répondre. Or, ces événements intérieurs, issus de l'inconscient individuel ou collectif, se présentèrent souvent à lui sous forme de vision. Ce terme, incluant aussi bien les images et intuitions spontanément perçues que les imaginations, c'est le terme qu'il emploie, provoquées par la pratique de l'imagination active, à laquelle Jung s'est adonné en particulier durant la rédaction du Livre rouge, donc de 1915 à 1929 à peu près, puisqu'il a poursuivi après, mais c'est la période importante. Cette imagination active dont il a fait par la suite une méthode d'exploration de l'inconscient. Alors, selon la typologie plus tard établie par lui, sa fonction dominante était l'intuition, qui signifie voir dedans, pénétrer par le regard ou la pensée à l'intérieur des choses. Jung dit d'elle, je cite ce passage des types psychologiques, Jung dit d'elle qu'elle transmet la perception par voie inconsciente. Elle nous présente subitement un contenu sous forme définitive, sans que nous soyons en état de dire, j'insiste, sous forme définitive, sans que nous soyons en état de dire ou de comprendre comment il s'est constitué. C'est une sorte d'appréhension instinctive de n'importe quel contenu.
Ainsi Jung raconte-t-il qu'étant un enfant turbulent, il lui arrivait aussi de s'arrêter pour contempler un objet ou un paysage, persuadé qu'il détenait un secret qu'il lui appartenait de découvrir grâce à la vision pénétrante qu'il en avait. C'est une scène qu'on retrouve aussi chez Marcel Proust, ça, qui sent qu'il y a quelque chose là, dans un paysage à comprendre, une espèce de secret. De l'intuition, on pourrait donc dire qu'elle est une capacité visionnaire de l'esprit, une fonction, si vous voulez, visionnaire de l'esprit, qui ne s'embarrasse pas d'explication ni de démonstration et va droit au but, qui est de rendre ce qu'elle vise immédiatement visible, présent et intelligible. Comme tous les intuitifs, Jung brûle souvent les étapes, ce qui, au regard de la philosophe que je suis, est parfois un petit peu gênant. Il brûle souvent les étapes et va directement de la chose vue à la conclusion qu'elle lui inspire, sans toujours prendre la peine d'expliquer comment, pourquoi il est passé de l'une à l'autre. Ça, c'est le travers des intuitifs. Mais bon, chaque type a ses limites et ses qualités. Alors qu'il avait 12 ans, j'ai sélectionné un certain nombre de visions, alors qu'il avait 12 ans, une vision le pénétra tout particulièrement, dont il parle aussi comme d'une idée qu'il lui fallut longtemps refouler avant de l'accepter comme une évidence incontournable. Cette vision, se présentant comme un tableau coloré, doublé d'un scénario à déchiffrer. Je la cite, c'est dans ma vie, elle est très connue d'ailleurs. Devant mes yeux se dresse la belle cathédrale et au-dessus d'elle le ciel bleu. Dieu est assis sur son trône d'or très haut au-dessus du monde. Et de dessous le trône, un énorme excrément tombe sur le toit neuf et chatoyant de l'église. Il le met en pièces et fait éclater les murs. Cette vision dérangeante, inconvenante, venue de son inconscient, fut à l'origine de son interrogation sur la religion, qui devait l'occuper toute sa vie, et sur la nature de Dieu, et à l'origine des doutes qui furent très tôt les siens quant à la valeur de l'enseignement religieux tel qu'on le dispensait alors et qui ne le touchait d'aucune manière. La vision qui s'est aussi développée chez lui, comme c'est souvent le cas chez les enfants, eh bien cette vision s'est développée en fonction de l'image qu'il avait de son père et de sa mère. Or, l'image laissée par son père pasteur était celle d'un homme honnête et bon, souffrant cruellement de n'avoir pas une foi vivante qui aurait donné sens à l'exercice de son ministère et de son existence, et à son existence. Aussi, Jung le comparera-t-il à Amfortas, le roi malade de la légende du Graal, celui dont la blessure ne guérit pas, légende qui devait revêtir une grande importance dans sa propre existence. Je passe, mais c'est un point important que j'ai d'ailleurs développé récemment dans le cadre de l'association Marie-Louise von Franz. Sa mère, par contre, en qui il disait voir l'esprit de la nature, et dont il se sentait très proche, était très réceptive aux phénomènes occultes, et c'est à travers elle et sa cousine Émilie Preiswerk, qui était médium, qu'il en vint à s'y intéresser lui aussi, au point de leur consacrer sa thèse de doctorat en médecine, soutenue en 1902, Psychologie et pathologie des phénomènes dits occultes. Alors, sa carrière de médecin psychiatre, installé à Zurich puis à Küsnacht, fut à partir de là brillante et rapide, et, faut-il préciser, indépendante de celle de Freud, qu'il rencontra à plusieurs reprises à partir de 1906, et avec lequel il correspondit régulièrement jusqu'à leur rupture en 1913. Je résume évidemment très rapidement. Marié à la femme qu'il aimait, enfin à son épouse, disons, parce qu'il en a aimé beaucoup d'autres, marié à la femme qu'il aimait et père de 5 enfants,
tout lui réussissait socialement. C'est ce qu'il exprime au début du livre rouge. Hein. Tout allait bien jusqu'à ce que, du moins jusqu'à la fracture psychique survenue dans sa vie en 1912-1913 et qu'il nommera plus tard crise du midi de la vie ou bien encore confrontation avec l'inconscient. Or, c'est à l'occasion de cette crise personnelle, d'une extrême intensité, pour ne pas dire violence, que Jung eut les visions impressionnantes qu'il a rapportées au début, en particulier du livre rouge, puis dans Ma vie. Alors, je ne peux pas ne pas vous lire cette vision qui inaugure le voyage, qui est le livre rouge. Au mois d'octobre, alors que j'effectuais un voyage seul, je fus soudain assailli par une vision. Je vis un flot immense recouvrir tous les pays de plaine septentrionale, situés entre la mer du Nord et les Alpes. Les flots s'étendaient alors de l'Angleterre à la Russie et des côtes de la mer du Nord presque jusqu'aux Alpes. Lorsqu'ils atteignirent la Suisse, je vis les montagnes s'élever toujours davantage, comme pour protéger notre pays. Une catastrophe épouvantable venait de s'abattre. Je voyais d'immenses vagues jaunes, les débris des œuvres de la civilisation flottant, et la mort d'innombrables milliers d'humains. La mer se transforma alors en flot de sang. Cette vision dura 1 heure environ. Elle me troubla et me donna des nausées. J'eus honte de ma faiblesse. Craignant, à cette époque-là, d'être atteint de troubles psychotiques, Jung ne réalisa pas sur le moment ce que sa vision avait de prémonitoire. La déclaration de guerre du 1er août 1914 le rassura quant à sa santé mentale et au fait qu'il avait bel et bien vu ce qui allait se passer en Europe et qui outrepasse très largement son histoire personnelle. Reconnaître le caractère prémonitoire de cette vision, puis de ces visions, n'est pas non plus sans conséquence sur l'idée que Jung, qui se disait kantien, se faisait de la connaissance scientifique. Excluant comme Kant qu'on puisse véritablement connaître ce qui ne relève pas de l'expérience, Jung disait en effet être un empiriste et non un métaphysicien. Ça, il l'a dit toute sa vie, il l'a dit, redit, ressassé même. Mais qu'arrive-t-il quand l'expérience visionnaire outrepasse elle-même les limites du connaissable, du moins au regard de l'entendement ordinaire et des conceptions classiques de l'espace et du temps? Force est alors de constater que la vision, surtout lorsqu'elle est prémonitoire, se joue de ces catégories, elle les transcende, et apporte avec elle la certitude que l'on a réellement vu ce qu'on a vu et qu'on en a été bouleversé au point d'en être tôt ou tard transformé. Mais c'est alors, et je n'ai pas trouvé chez Jung cette conclusion que je m'autorise, cette remise en question de la pensée kantienne, c'est alors du grand visionnaire suédois Swedenborg, que Jung connaissait très bien, dont il connaissait les écrits, que Jung est le plus proche, et non de Kant, qui l'a vivement critiqué dans justement ce texte qui s'intitule « Rêve d'un visionnaire », qui est un texte de 1766. Or, c'est en s'intéressant plus tard au principe acausal de synchronicité que Jung tirera les conséquences de l'activité visionnaire quant à la perception de l'espace et du temps. Je fais un raccourci, là, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais il n'empêche que Jung n'acceptera, sans cesser pour autant de se dire kantien, il n'acceptera de remettre en question la perception ordinaire de l'espace et du temps qu'à la faveur du principe acausal de synchronicité, alors qu'à l'époque où il a ses visions, il n'en tire pas ses conclusions, sans doute parce qu'il était pris par ce flot émotionnel et que le temps n'était pas venu. Ce n'est pas du tout une critique de ma part. Jung eut par la suite d'autres visions,
à des moments importants de son existence et qui à chaque fois l'impressionnèrent de manière durable. Celle, par exemple, d'un Christ en croix, dont le corps était d'or verdâtre, c'est la Viriditas que chante Hildegard de Bingen, à l'époque, c'est-à-dire en 1939, où il travaillait à la rédaction de Psychologie et Alchimie. Quand je compris, écrit Jung, que l'image faisait allusion à ces symboles alchimiques centraux, qu'il s'agissait donc au fond d'une vision alchimique du Christ, je fus réconforté. Mais l'activité visionnaire peut prendre une forme plus troublante, comme Jung en fit l'expérience à Ravenne, après avoir visité le monument funéraire de Galla Placidia, et s'être longuement arrêté devant une mosaïque du baptistère, représentant le baptême de Saint-Pierre, sorti des eaux par le Christ. Or Jung fut bien obligé de constater peu après que cette mosaïque n'existait pas. Donc il en avait eu la vision. Alors il attribue, je dois dire que son explication me laisse personnellement un peu perplexe, mais je vous la livre. Il attribue cette vision à l'activité de son anima qui, ému par son affinité inconsciente avec Gallia Placidia, c'est reconnu en quelque sorte en Gallia Placidia, aurait réveillé en lui le souvenir de leur première rencontre au cours de laquelle il faillit se noyer comme Saint-Pierre, mais dans les flots de l'inconscient. C'est cohérent, c'est pas évident à première lecture. À travers cette projection, écrit Jung, était atteint cet élément intemporel de l'inconscient et cette atmosphère où le miracle de la vision devenait possible. Celle-ci, au moment même, ne se distinguait en rien de la réalité, au point qu'il a cru qu'il a vu cette mosaïque. Mais la plus impressionnante de toutes ces visions est sans doute celle qu'il dit avoir eue lorsqu'il se trouvait entre la vie et la mort après son infarctus en 1944. Toujours dans ma vie, non, ça j'ai pris, il le raconte dans ma vie, mais j'ai pris ce passage dans le tome 2 de sa correspondance. Je me trouvais en un point situé exactement aussi au-dessus de la pointe sud de l'Inde qui brillait dans une lumière bleuâtre argentée et s'élan reposait telle une opale étincelante dans la mer bleue et profonde. J'étais dans l'univers et il y avait là un grand rocher isolé dans lequel avait été construit un temple. Je voyais son entrée éclairée par 1000 petites flammes attisées avec de l'huile de noix de coco, et je savais qu'il me fallait pénétrer dans le temple et que j'y trouverais le savoir tout entier. Mais à cet instant apparut un messager venant de mon monde, jusqu'alors un recoin tout à fait négligeable de l'univers, et il me dit que je ne devais pas quitter mon monde. Et en un instant, toute la vision s'est déchirée. Vision, on peut dire, de mort imminente, n'est-ce pas? Comme on en raconte souvent aujourd'hui. La vision, on le voit à travers ces quelques exemples, est souvent proche du rêve, mais n'en est pas un. La vision, écrit Jung, n'est en définitive rien d'autre qu'un rêve qui fait irruption à l'état de veille. C'est l'inconscient, donc, qui est la source cachée des rêves comme des visions, et certains grands rêves jouèrent dans la vie de Jung le rôle de vision, au sens où l'élément visuel y est prépondérant, et où les images sont dotées d'une présence réelle, j'emprunte cette expression à George Steiner, mais aussi bien sûr à l'art de l'icône, d'une présence réelle qui fracture la vie consciente et l'ouvre sur un autre monde. La vision véritable ne résulte en aucun cas donc d'une projection inconsciente ou d'une hallucination qui ferait d'elle un phénomène pathologique. Jung s'est élevé contre cette conception réductrice de la vision qui est celle du rationalisme scientiste et fait de tout visionnaire un malade. Il écrit dans Réponse à Job « En tant que psychiatre, je dois souligner de la façon la plus formelle que les visions et les phénomènes qui les accompagnent ne doivent pas nécessairement être interprétés comme autant de symptômes morbides. La vision, comme le rêve, est un phénomène assez rare, mais naturel.
et il ne doit être qualifié de pathologique que lorsqu'on a fait la preuve de sa nature maladive. Il ne l'exclut pas, mais ça ne va pas immédiatement de soi et ça n'est pas généralisable. Jung renverse cette interprétation et parle au contraire de la vision comme de la langue originelle de l'humanité. C'est une formule qui est proche de celle de Hamann, le mage du Nord. Donc la langue originelle de l'humanité, l'humanité qui parlait à ses débuts en images et non en concepts. Comme le prouve l'Ancien Testament, enfin les grands textes traditionnels en fait, l'Ancien Testament, la littérature alchimique, les écrits gnostiques, etc. Jung associe par ailleurs cette vision originelle à la création poétique et à l'expérience mystique, mais aussi à l'exploration de l'inconscient. La vision, écrit-il dans Problème de l'âme moderne, la vision est une expérience originelle authentique. Elle n'est pas quelque chose de dérivé, de secondaire. Elle n'est rien de symptomatique. Elle réalise un symbole vrai, à savoir l'expression d'une essentialité inconnue. De même que l'expérience amoureuse réalisant un vécu est un fait réel, de même la vision. Définissons la psychologie analytique, c'est dans Psychologie et Alchimie, comme un art de voir que l'homme moderne devrait réapprendre. Jung s'inscrivait dans la tradition de pensée qui associe depuis les Grecs vision et connaissance. Ça remonte au premier philosophe grec. Mais à cette différence près que le champ visuel se trouve élargi par son ancrage dans l'inconscient et par l'extension des limites du connaissable dans des domaines restés longtemps inexplorés ou devenus l'objet de croyances aveugles. C'est-à-dire la vision ouvre des univers qui souvent étaient l'objet de croyances aveugles ou alors qu'on avait laissé complètement inexplorés. Jung a de ce fait prêté une attention toute particulière aux écrits des visionnaires, dont il a cherché à interpréter les visions en tant que langue de l'inconscient collectif, indiquant la voie d'une transformation concernant le visionnaire lui-même, mais souvent aussi l'humanité tout entière. On pense bien sûr à l'Apocalypse, Apocalypse de Jean, parce qu'il y a des apocalypses juives très nombreuses, les livres d'Ézéchiel et d'Isaïe, entre autres, la vision d'Arisley en alchimie, les visions de Zosime, qui était à la fois un alchimiste et un gnostique au sens large du terme, sur lesquels Jung a longuement écrit, et enfin le fameux séminaire Visions, qu'il a tenu entre 1930 et 1934, qui a été traduit en français sous le titre « L'analyse des visions ». Bon, analyse me semble un terme un peu contestable, mais enfin, ce séminaire consacré aux visions de Christina Morgan. C'est quand même un séminaire de 1400 pages. Or, dans ce séminaire, justement, Jung insiste sur le fait que l'activité visionnaire induit un retournement du regard vers l'intériorité que symbolise l'aveuglement de certains grands voyants, et évidemment on pense au voyant Tirésias dans l'Antiquité, alors que le regard ordinaire tend à se saisir de ce qu'il voit au point de le détruire. Donc en un sens, le visionnaire gagne son regard gagne ce qu'il perd d'un autre côté, du point de vue de l'extériorité, de ce qu'il voit à l'extérieur. En tout cas, c'est une inversion significative. Dans ce séminaire, Jung écrit « Le fait de tourner son regard vers l'intériorité empêche l'intellect de voir les choses de trop près ou avec trop de précision, et par là de les détruire. On ne devrait jamais regarder les choses à la façon d'un voyeur si on veut qu'elles grandissent. Il est bien préférable d'être sourd d'une oreille et aveugle d'un œil plutôt que d'avoir une perception trop précise et trop concise. L'œil acéré de l'intellect
perçoit avec la plus grande exactitude et dans le même temps tue ce qui est en train de germer, de grandir, hein, de germer. Bon, j'ai coupé le texte, mais il associe cela au regard de Méduse, le regard qui tue, oui, c'est ça qui tue, et le regard du basilic aussi, hein, qui fige et qui tue dans le cas du basilic. Tout visionnaire est ainsi confronté à un choix éthique, et Jung parle à ce propos de responsabilité morale à l'égard des images. Doit-il, le visionnaire, communiquer à ses contemporains ce qu'il a vu, sachant que la langue de la vision est celle de l'inconscient collectif, difficilement communicable, mais appartenant néanmoins à tous, d'autant que la vision a souvent valeur d'avertissement, de mise en garde ou de mise en demeure. Mais à quoi bon transmettre si on a la conscience que le moment n'est pas opportun ou que les êtres sont trop immatures pour comprendre ce qui leur a été transmis et en recueillir les fruits? C'était le cas de tous les grands mystiques. Les quatre consciences des mystiques, Angèle de Foligno, Sainte Thérèse d'Avila et Hildegard de Bingen, et en général, elles s'en remettaient à leur confesseur pour savoir si on devait transmettre ou pas. Mais à quoi bon transmettre? Oui, tout visionnaire souffre plus ou moins en ce sens de ce que j'appellerais le complexe de Cassandre. Pris qu'il est entre le sentiment de devoir communiquer aux autres hommes le message qu'il a lui-même reçu et la crainte que ce message ne soit pas compris, comme ce fut le cas, voire même défiguré, comme ce fut le cas pour Cassandre, fille de Priam, condamnée par Apollon à n'être pas crue, alors il est vrai pour avoir refusé ses avances, hein, c'est un autre motif un peu plus léger. Et oui, on punit les femmes comme on peut. Hein. Si ce type de complexe existe, Jung semble n'en avoir pas souffert ou l'avoir surmonté. Voilà pour la première, je dirais, la première conception de la vision, qui évidemment, c'est un panorama assez rapide. Mais en dehors des visions qu'il a rapportées dans ses écrits, Jung s'est livré à un certain nombre de prédictions ou au moins d'anticipation reposant sur des diagnostics relatifs à l'état actuel de l'homme, du monde et des religions, pour ne parler que de l'essentiel ce soir. Ainsi écrit-il en 1955 au père Victor White, qui fut un de ses principaux correspondants: « Regardez donc le monde », c'est dans la correspondance tome 4, « regardez donc le monde, toute cette maudite machine est scindée du haut jusqu'en bas, et aussi l'homme de notre époque infernale. » Ça suffit pour comprendre qu'il ne se faisait pas du monde dans lequel il vivait une vision extrêmement paradisiaque. Sa vision du futur, en général assez sombre, comporte néanmoins toujours la possibilité d'une rectification, d'une correction, sans laquelle il serait vain de chercher à savoir ce qui va arriver. Puis ce n'est pas du tout, je dirais, la psychologie d'un médecin. Un médecin soigne. Bon. Donc Jung était foncièrement médecin et médecin de l'âme. Par conséquent, même si les chances étaient minces, il y avait toujours une ouverture. Tout avenir, si sombre soit-il au premier regard, contient en soi un avenir. Jung l'écrit souvent en deux mots, avenir, pour bien montrer la différence avec l'avenir qui n'est jamais que le prolongement du présent, si tant est que l'on se mette en position de le laisser advenir, justement, en tant qu'événement de l'âme, capable de rompre la fatalité apparente de l'histoire, et cela à l'échelle individuelle ou collective, mondiale, voire même cosmique. Ainsi, en est-il par exemple des réflexions de Jung sur le changement d'air des poissons au Verseau, qu'il a analysé dans Aion, paru en 1951. Les propos de Jung sur ce changement d'air
ont malheureusement contribué à faire de lui un penseur New Age. Je ne dis pas qu'il l'est, mais enfin, il a été souvent considéré comme tel, très en vogue pour cela aux États-Unis, mais décrié en Europe et en France en particulier. Or, Jung a montré que la transition d'une ère à l'autre que nous sommes en train de vivre est comparable à la situation des premiers siècles de l'ère chrétienne, durant lesquels la figure du Christ, en tant qu'image archétypale du soi, bouleversa la psychologie de l'homme antique et suscita l'émergence des gnoses en tant que phénomène de réception, c'est l'expression de Jung, témoignant de cet entrechoc et d'une résistance inconsciente du monde païen, qui ne voulait pas devenir chrétien, et pour lequel il est clair que Jung a une forte sympathie, même s'il n'est pas, comme on l'a dit trop souvent, anti-chrétien définitivement et globalement. Alors à l'époque qui est la nôtre, par contre, c'est la figure du Christ qui a perdu son aura lumineuse, enfin généralisons là évidemment, globalement, et n'inspire plus confiance ou foi. Elle devra donc, selon Jung, ou se transformer, ou être supplantée par une autre figure de la totalité, dont Jung ne dit rien, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de prédiction pour dire voilà qui va remplacer le Christ. Jung considère par ailleurs, en se fondant sur le symbolisme des deux poissons en position inversée, que le premier millénaire de l'ère chrétienne vit le triomphe du Christ roi, tandis que le second a vu apparaître son ombre en la personne de l'Antéchrist, sans que l'intégration de cette ombre ait été jusqu'alors réalisée ni par l'homme ni par Dieu. C'est le thème de Réponse à Job. Cette histoire des 1000 ans, ça renvoie aussi à ce qui est dit dans l'Apocalypse de Jean, à savoir que le démon serait enchaîné dans l'abîme pendant 1000 ans, et ensuite qu'il ressortirait et qu'il faudrait bien en faire quelque chose. Alors, pour Jung, c'est une question d'intégration. Donc, cette absence d'intégration pourrait expliquer le déchaînement du mal dans le second millénaire, qui a incontestablement été beaucoup plus tragique que le premier, qui voit l'ascension progressive du christianisme, donc à travers les guerres, les conflits religieux, les troubles psychiques aussi, etc. Jung écrit dans Aion, « L'âge de l'Antéchrist offre cette caractéristique que l'esprit s'y change en non-esprit. » Ça, c'est intéressant par rapport à la période contemporaine. Et que l'archétype dispensateur de vie dégénère progressivement en rationalisme, en intellectualisme, en doctrinarisme, ce qui conduit par voie de conséquence à la tragédie de l'époque moderne, suspendue, d'une façon presque tangible, au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. L'intégration de l'ombre collective, donc, et la conjonction des opposés Christ-Antéchrist constitue, selon Jung, la tâche de l'ère à venir, confrontée à cette alternative. Soit travailler collectivement à un renouveau spirituel de l'humanité, alors ce qui a alimenté toute la mystique de l'ère du Verseau, avec son côté, comment dirais-je, oui, New Age, il n'y a pas d'autre terme, ou bien devoir subir un déclin inexorable, pouvant même prendre la forme d'une régression barbare. C'est là une tâche collective, mais qui a, selon Jung, son point de départ dans chaque individu. Jung ne cessera en effet de le répéter et n'accordait aucun crédit aux solutions collectives qui étaient alors proposées et qui étaient alors dominantes, à travers le socialisme, le marxisme en particulier, et qui prétendaient faire l'économie des changements individuels qui ne pouvaient dès lors être qu'imposés du dehors et donc sans effet intérieur durable.
Je vous renvoie en particulier à présent et à venir, mais pas seulement. Le problème du monde, écrit Jung, commence dans l'individu, ou bien encore, c'est dans Aspect du drame contemporain, en réalité, seul un changement dans la mentalité de l'être individuel peut amener un renouvellement de l'esprit des nations. C'est par l'individu que cela doit commencer. Alors, l'individu dont parle Jung, c'est l'individu individué ou en voie de l'être, et non le chantre de l'individualisme narcissique qui s'exhibe sur les réseaux sociaux comme on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait le même individu. Bon. Donc, étant un homme de science, animé par la passion de la recherche, Jung ne pouvait déplorer la raison, mais il déplorait que son hégémonie se soit affirmée de manière unilatérale au détriment de l'instinct de vie et de l'activité de l'inconscient. Aussi, et c'est pour cette raison, hein, j'insiste bien, aussi se livra-t-il à une critique impitoyable du monde moderne, qui est peut-être à l'origine d'ailleurs de bien des malentendus aujourd'hui et de l'ostracisme dont il est victime de la part des Freudiens en particulier, qui eux se présentent comme des représentants du monde moderne. Donc ce monde moderne qu'il n'aimait pas, un asile d'aliénés, disait-il, et du rationalisme occidental qui en est l'émanation, et dont il déplorait les effets dévastateurs sur la psyché humaine et sur l'environnement naturel auquel il était très attaché. Attachement qui fait de lui un écologiste, entre guillemets, avant la lettre. Jung avait toutes les caractéristiques qu'on aimerait trouver d'ailleurs chez les écologistes quand ils ne sont pas devenus fanatiques. Donc, attachement qui fait de lui un écologiste avant la lettre, soucieux qu'il était de la préservation des équilibres naturels, physiques et psychiques, et il ne dissociait pas d'ailleurs les deux, menacé, pensait-il, par l'arrogance et la bêtise humaine. Il écrit ainsi dans sa correspondance, donc le premier tome, c'est-à-dire assez tôt dans sa vie, « J'aime la nature, mais non le monde de l'homme, ni le monde à venir. Je déteste le style nouveau, l'art moderne, la musique, la littérature, moderne, il s'entend évidemment, la politique nouvelle, et par-dessus tout l'homme nouveau, enfin, ou celui qui prétend l'être. L'homme nouveau, dit-il, n'est que la vieille bête qui est restée inchangée depuis les troglodytes. Autrement dit, la modernité n'est qu'un vernis. Hein. Mais quand on gratte un peu, la vieille bête est là, hein, le saurien dont il a parlé, l'homme avec sa queue de saurien. Bon, il est toujours là. Donc tant qu'on n'a pas débusqué le saurien, bon, la modernité n'est qu'une façade, qu'un vernis dont on peut se vanter, mais qui reste très superficiel. Jung parlait à ce propos, je cite, d'une hyper-civilisation qui tyrannise les âmes et visait en tout premier lieu l'Amérique, qui était alors et qui reste encore aujourd'hui un modèle pour l'Europe. Plus ou moins aujourd'hui, mais enfin quand même encore. Jung considérait par ailleurs que la Suisse avait un rôle spécifique qui pourrait être celui d'un centre de gravité européen. Car Jung n'a jamais mis en doute l'existence d'une spécificité européenne. L'Europe ayant su développer durant des siècles une forme très évoluée de culture, qui n'est pas, je veux dire, c'est pas contradictoire avec le fait de dire qu'il y a d'autres grandes cultures, hein, c'est pas l'un ou l'autre. Et elle a su façonner un type d'individu, c'est surtout ça, capable de résister à la mécanisation des activités, c'est-à-dire à ce que Jung nommera les phénomènes de masse et l'invasion de la technique en particulier, même si l'Europe est aussi à l'origine de l'occidentalisation du monde par la technique, que Jung déplorait,
et s'il a été le théâtre d'un effroyable génocide. Mais il n'empêche que l'Europe, effectivement, peut être considérée sur certains plans comme un modèle difficilement dépassable. Ainsi, Jung déclarait-il en 1931, c'est dans Jung parle, Carl Gustav Jung parle, ce sont un ensemble d'articles qui ont été rassemblés. L'Europe se situe comme le refuge de l'individualisme indispensable pour mener une vie heureuse. Cet individualisme diffère d'un cas à l'autre, mais s'oppose à la banalisation de la Russie et de l'Amérique, c'est-à-dire à la normalisation, à la banalisation d'un type humain qui va devenir mondial. Autrement dit, ça anticipe sur la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui. Donc cet individualisme diffère d'un cas à l'autre, mais s'oppose à la banalisation de la Russie et de l'Amérique. Il est nécessaire à la satisfaction de notre grand esprit inconscient et primaire qui nous avertit des fausses routes et finalement développe les névroses pour notre sauvegarde. Aux yeux de Jung, l'origine de tous les périls est donc psychique. Elle est dans la dissociation intérieure, la désorientation de l'homme moderne qui, coupé de son inconscient et de son âme, se croit autorisé à dominer le monde au nom de la raison ou de l'idée qu'il se fait de la religion, et parfois les deux à la fois d'ailleurs. L'âme de l'Occident, écrit Jung dans Problème de l'âme moderne, l'âme de l'Occident se trouve dans une situation critique, d'autant plus critique que nous préférons encore les illusions de notre beauté intérieure à la plus impitoyable vérité. L'occidental vit dans un véritable nuage d'ivresse individuelle qui tend à lui dissimuler son vrai visage. Donc ça ne veut pas dire, vous voyez ce que je dis, ce que je rappelais par rapport à la culture façonnée par l'Europe, ne veut pas dire qu'il n'y ait pas chez Jung une critique de l'Occident. C'est pas incompatible, hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui est incompatible chez Jung? Il y a toujours une solution qui permet d'aller vers une conjonction. C'est en tout cas à restaurer l'intégrité, la complétude de l'individu que Jung s'est employé au cours de sa longue carrière de médecin de l'âme et par là même de médecin de la civilisation, comme le souhaitait Nietzsche, c'est une expression de Nietzsche, hein, comme le souhaitait Nietzsche, dont la pensée le marqua durablement. Je vous rappelle que parmi les lectures qu'il considérait comme vraiment formatrices, il citait le Faust de Goethe essentiellement et le Zarathustra de Nietzsche, sur lequel il a tenu un séminaire. Alors la question qui s'impose évidemment, ce serait la suivante. Où en sommes-nous aujourd'hui quant à cette question? L'individu, alors là les analystes sont mieux placés que moi pour le savoir, l'individu est-il moins morcelé, moins dissocié et désorienté qu'à l'époque où parlait Jung, ou l'est-il encore davantage du fait des modes de vie et des nouvelles technologies, entre autres, hein, mais on pourrait trouver bien d'autres facteurs qui ont sans doute contribué à l'aggravation de ces dissociations. Je me garderai d'un diagnostic, là il y faudrait des témoignages divers venant de milieux professionnels différents, etc., et d'observations différentes. Jung s'est parallèlement intéressé au changement qu'il voyait apparaître en matière de mœurs et quant au rapport entre hommes et femmes au sein du couple en particulier, compte tenu de l'évolution du statut de la femme, à propos de laquelle il a parfois, il faut bien le dire, des réactions de mâle dominant. Bon, le pantalon pour les femmes, c'est quand même l'horreur des horreurs, nous dit-il. Bien, c'est son époque, c'est aussi l'époque. Hein. Bon, quoi qu'il en soit de son rapport personnel très complexe aux femmes et à son anima, sa théorie des relations croisées entre animus et anima pourrait, me semble-t-il, inspirer certaines réflexions sur des phénomènes de société actuels
telles que la normalisation de l'homosexualité associée au mariage pour tous. Quand je dis normalisation, je veux dire, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est-à-dire le fait de simplement avaliser un état de fait, point final. Donc mettre fin à un certain nombre de jugements discriminants. Mais aussi la procréation assistée, la fameuse PMA, et la commercialisation, j'insiste sur le terme, de la gestation pour autrui, la GPA, hein, parce qu'il y a une entreprise de commercialisation. Bon, passons là-dessus, et certains pays sont en tête de ce programme. Ces questions ne mobilisant pas les esprits à son époque comme elles le font aujourd'hui, Jung ne s'est pas exprimé sur de tels sujets. Mais ce qu'il dit dans une lettre du 16 mars 1953 de l'insémination artificielle permet au moins d'entrevoir ce qu'il aurait probablement pensé. Je ne pense pas pour lui, mais voilà cette lettre. Comme je ne dispose d'aucune expérience pratique en la matière, je ne puis dire quels effets psychiques peut exercer une conception qui s'est déroulée de cette manière froidement scientifique. Et je ne sais pas non plus quel sentiment peut éprouver une mère enceinte de l'enfant d'un inconnu. Je croirais sans peine que cela pourrait faire le même effet qu'un viol. Le simple fait que de tels problèmes doivent être soumis à la discussion m'apparaît comme un symptôme de mauvais augure quant à l'état moral et spirituel du monde dans lequel nous vivons. Je pense que c'est quand même un passage intéressant. Je l'ai trouvé très rarement cité d'ailleurs, sans doute pour... Enfin bon, n'interprétons pas, mais peut-être. Alors quels étaient selon Jung les autres périls qui menaçaient l'humanité ? Notons qu'à moins d'un siècle de distance, l'évaluation de ces menaces n'est plus tout à fait la même, encore que l'actualité récente pourrait bien nous ramener en arrière. Ainsi en est-il par exemple du péril nucléaire. Non pas que ce risque soit définitivement écarté, comme nous le redécouvrons, mais les rapports de force entre les pays ont changé depuis la guerre froide, opposant alors l'Union soviétique à l'Amérique. Mais ce qui préoccupait au moins autant Jung était le péril totalitaire, que la fin de la dernière guerre n'a pas suffi à écarter et qui pourrait bien se présenter sous des formes nouvelles, prises par le même archétype, en quoi Jung reconnut dès 1936 l'activation de Wotan, dieu des tempêtes et des périls extrêmes, dieu du vent, c'est intéressant, propageant ce que Jung nomme des épidémies psychiques, propagation par l'air. Des phénomènes de contagion, autant dire des phénomènes de contagion émotionnelle, difficilement maîtrisables par la raison, comme ce fut le cas du nazisme, et aujourd'hui de l'islamisme que Jung rapproche, ça c'est un passage tout à fait étonnant, alors que ce dernier n'était pas à l'époque aussi radical qu'il l'est aujourd'hui. Dans Jung parle, je relève ce passage, la religion, entre guillemets, d'Hitler, est la plus proche qui soit de l'islamisme, réaliste, terrestre, promettant le maximum de récompenses dans cette vie, mais avec ce Valhalla, façon musulmane, dans lequel les Allemands méritoires peuvent entrer et continuer à goûter le plaisir. Valhalla, si vous voulez, et paradis où on déflore 77 vierges. Comme l'islamisme, elle prêche la vertu de l'épée. La première idée d'Hitler est de rendre son peuple puissant, car l'esprit de l'arien allemand mérite d'être supporté par le pouvoir, le muscle mérite, aux yeux de Hitler bien sûr, d'être supporté par le pouvoir, le muscle et l'acier. Comparaison audacieuse qui lui vaudrait aujourd'hui, je n'ose même imaginer, quelle levée de bouclier. Même s'il parle d'islamisme. C'est dans ce climat de forte contagion émotionnelle que les réflexions de Jung sur les dangers de l'indignation prennent tout leur sens, dont nous ferions bien de nous inspirer, tant cette attitude est devenue synonyme d'engagement militant. Je vous renvoie à Stéphane Hessel, etc. Jung écrit par contre « La vue du mal allume le mal dans notre âme.
Nous avons beau être innocents, être même des victimes, volés, trompés, violés, et pourtant, ou précisément pour cette raison, le feu du mal couve dans notre indignation. Il ne suffit donc pas de s'indigner pour repousser le mal. Ça, c'est une idée qu'on voit rarement développée chez Jung, quand on parle de Jung aussi. L'indignation vertueuse, l'indignation est toujours vertueuse, bien sûr, peut au contraire contribuer à le propager si elle n'est pas accompagnée d'une rencontre avec l'ombre, individuelle et collective, ou collective. Et oui, c'est ça. C'est là où le bas blesse. S'indigner, ça donne bonne conscience, c'est relativement facile. Hein. Et Jung écrivait à cet égard, il n'est d'être qui se situe ou qui puisse se situer en dehors de l'ombre collective de l'humanité et de sa noirceur. C'est une problématique qui est très très présente dans le livre rouge. Dans l'esprit de Jung, il ne s'agit pas d'une responsabilité théorique et pas davantage de culpabiliser ses contemporains. Il s'agit pour chaque individu de ne pas s'exonérer d'avance d'une attirance inconsciente pour le mal et de prendre conscience de sa propre ombre qui aurait pu le pousser à commettre ce qu'il reproche aux individus ou aux collectivités coupables d'actes de barbarie. Et dans Aspect du drame contemporain, Jung écrit ceci, dans la perspective qu'il vient donc d'évoquer, le national-socialisme ne serait pas, et de loin, le dernier mot. Il faudrait s'attendre, dans les prochaines années et décennies, à ce que surviennent des événements procédant d'arrière-plans obscurs et desquels, d'ailleurs, nous pouvons encore mal nous faire une idée à l'heure actuelle. Le réveil de Wotan est un recul et une régression. Alors, est-ce que ce sera Wotan ou un autre archétype? On ne sait pas. Jung ne pouvait donc qu'être méfiant à l'endroit des phénomènes de masse qui favorisent ce type d'embrasement collectif et menacent l'intégrité des individus. Plus généralement, c'est à toutes les idéologies, tous les ismes, les mots en ismes, jugés potentiellement totalitaires que Jung s'en est pris. Ces dangers étant aggravés par la surpopulation, face à laquelle nous restons aujourd'hui encore impuissants. La plupart de ces menaces n'ont d'ailleurs fait que s'amplifier depuis la mort de Jung en 1961, même si l'emprise collective a changé de visage et a pris, dans les pays développés tout au moins, celui d'une société de progrès et de bien-être dans laquelle les formes de contrôle social sont pourtant omniprésentes grâce à l'informatique, au numérique, et alors ne parlons même pas des phénomènes de contagion collective sur les réseaux sociaux. Hein, ça c'est effarant. Quel remède à cela? Alors aux yeux de Jung, il n'y en a qu'un, c'est l'individuation. La culture, et au sens, la culture de soi aussi bien sûr, et collectivement, la culture, dit Jung, dans Psychologie et religion, dans Aspect du drame contemporain, étant l'unique antidote contre le terrible danger qu'est l'agglomération en masse. Alors, de ce point de vue, la globalisation a aggravé les choses, incontestablement. Reste encore une dernière question par laquelle je vais terminer rapidement, et non des moindres, la question religieuse. Allons-nous vers un athéisme de plus en plus généralisé ou vers une transformation de la notion même de religion, favorisant l'apparition de nouvelles formes de religiosité qui seraient autant d'alternatives au monothéisme traditionnel? Alors, cette question est à l'évidence dans l'air du temps et nous parle. De quoi entendons-nous parler? Et surtout, justement, dans cette forme de spiritualité New Age, de retour du sacré, ça fait des décennies qu'on en entend déjà parler, de religion sans Dieu, ce qui arrange bien d'ailleurs tous les athées, de mystique de la terre, ça c'est du côté de l'écologie plutôt, de néopaganisme, etc. Vous voyez, ces courants, je pense que vous les identifiez facilement. Si Jung n'a jamais pris parti pour tel ou tel de ces courants,
qui était déjà plus ou moins présent en son temps, et en particulier en Suisse, qu'on represse toujours comme le pays des banques et d'une bourgeoisie installée, mais qui est aussi le pays où les courants de ce type ont pullulé dès le début du XXe siècle. Donc, s'il n'a jamais pris parti pour tel ou tel de ces courants, eh bien, il a par contre été formel quant au fait qu'aucune religion instituée ne répondait plus aux besoins naturellement religieux de l'âme. Ça, c'est la référence à Tertullien, qu'il a modifié, puisque Tertullien parlait de l'âme naturellement chrétienne, et lui, Jung, parle de l'âme naturellement religieuse. Ce besoin naturellement religieux de l'âme mis au jour par l'exploration des profondeurs. Dans Psychologie et religion, il écrit « Pour la compréhension des choses religieuses, il n'existe guère aujourd'hui que la voie d'accès psychologique. C'est pour cela que je m'efforce de refondre les formes de pensée que l'histoire a figées, donc l'institution, et d'en faire couler la substance dans les vases conceptuels de l'expérience immédiate. » C'est une belle image de fondeur, voire d'alchimiste. Jung a en effet maintes fois affirmé que la psychologie analytique permet seule à l'homme contemporain, qui a perdu la foi, de faire l'expérience du lumineux susceptible de bouleverser sa vie. Cette expérience, rapprochant l'exploration de l'inconscient entreprise dans un cadre analytique de l'initiation sous ses formes antiques. Jung le dit textuellement dans une lettre à un de ses correspondants. La démarche de Jung était de ce point de vue très proche de celle des anciens gnostiques, désireux de savoir plutôt que de croire. Or, selon Jung, on ne sait qu'en observant attentivement, scrupuleusement les images issues de l'inconscient, comme y invite d'ailleurs la religio. Et là, Jung a fait un choix très clair entre les deux étymologies possibles, deux étymologies latines possibles du mot religio, relegere ou religare. Religare voulant dire relier, unir, à Dieu, bien sûr. S'il a choisi le relegere, relire, lire et relire, c'est parce que ce mot comportait à ses yeux une autre dimension, celle de l'attention scrupuleuse, respectueuse et scrupuleuse face à ce qui advient. C'est ça pour Jung l'attitude religieuse au sens propre du terme. Donc, la religio, bien ainsi entendue, invite justement à cette attention scrupuleuse et devient de ce fait l'antidote au phénomène de masse. Et oui, parce qu'on ne peut pas, dès qu'on regarde attentivement et scrupuleusement, c'est pas possible de se laisser embrigader par des phénomènes collectifs qui sont animés par une forte charge émotionnelle et totalement irrationnelle, comme on l'a vu avec tous les totalitarismes, nazisme, mais aussi totalitarisme communiste, soviétique. Et ça, c'est une formulation paradoxale chez Jung qui mérite d'être vraiment méditée. Elle est dans Présent et Avenir. L'homme qui n'est pas ancré dans le divin n'est pas en état de résister, par la seule vertu de son opinion personnelle, à la puissance physique et morale qui émane du monde extérieur. Pour s'affirmer en face de ce dernier, l'homme a besoin de l'évidence de son expérience intérieure, de son vécu transcendant, qui seuls peuvent lui épargner l'inévitable glissement dans la masse collective. Ça mériterait un très long commentaire, ça, parce que c'est une façon de dire, d'anticiper sur ce que nous vivons, à savoir que ce n'est pas en prenant des positions, même si elles sont justes, mais si elles restent purement théoriques et intellectuelles, si elles n'ont pas un ancrage dans le vécu et dans l'inconscient de chacun, ce n'est pas ainsi qu'on est assuré de résister à des phénomènes de grande ampleur qui risquent de nous balayer.
Et de ce point de vue, je crois qu'il y a vraiment une observation qui mériterait d'être confrontée au quotidien et au courant d'opinion, à cette espèce de mouvance de l'opinion qui est quelque chose d'assez inquiétant. Jung ne prévoyait donc pas la fin du christianisme, mais sa transformation, rendue nécessaire par l'échec spirituel, à ses yeux tout au moins, du catholicisme et du protestantisme, pour des raisons propres à chacun de ces courants chrétiens. Jung écrit, dans Présent et Avenir, « Cela ne veut pas dire que le christianisme est périmé. Je suis au contraire persuadé que ce n'est pas le christianisme qui est suranné, mais seulement la conception que l'on en a eue jusqu'à maintenant et l'interprétation que l'on en a donnée. La question du devenir vraiment chrétien est très présente dans le Livre rouge, ainsi que celle de l'imitatio Christi, qui reste d'après Jung la tâche de l'homme de demain. Oui, mais attention, pas n'importe quelle imitation. Et Jung écrit dans le Livre rouge « Le chemin du Christ ne peut être évité à personne, car ce chemin mène à ce qui est à venir. Il faut que vous deveniez tous des Christ. » Alors, entendons bien là, parce qu'il y a un malentendu possible, entendons bien qu'il ne s'agit pas de se convertir au christianisme, mais d'épouser ce que le christianisme met au premier plan, c'est-à-dire la posture christique, symbole de la conjonction des opposés. Et oui, la croix, hein, la rencontre du vertical et de l'horizontal. Et Jung dit dans Psychologie du transfert que toute personne en voie d'individuation vit cette position, cette crucifixion en quelque sorte. Hein. Donc, et tout cela dans la perspective de l'accomplissement de soi. Donc vous voyez comment Jung parvient, et là je suis très rapide bien sûr, mais c'est plus clair dans le Livre rouge, comment il parvient à réintégrer, sans l'avoir forcément cherché, la figure christique au sein du processus d'individuation. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul archétype, mais la seule image archétypique plutôt. Le christianisme étant selon Jung né de la gnose au sens large du terme, c'est-à-dire la connaissance salvatrice, on ne peut exclure que sa dimension gnostique soit dans le futur davantage mise en valeur qu'elle ne l'est aujourd'hui, sans qu'il s'agisse pour autant de réhabiliter le gnosticisme, vis-à-vis duquel Jung est très critique, et qui était considéré par les premiers auteurs chrétiens comme une hérésie. Il semble en tout cas que le christianisme ne pourra pas faire l'économie d'un dialogue avec les religions païennes, entre guillemets, qu'il a tenté d'éradiquer, c'est-à-dire les religions à mystère, les théurgies néoplatoniciennes, les gnoses. Et Jung est un fervent défenseur, évidemment, de ce dialogue retrouvé. Ces religions païennes, donc, il a tenté d'éradiquer, et dont l'exclusion le prive d'un ancrage dans les profondeurs inconscientes de la psyché. C'est le christianisme lui-même qui se prive de quelque chose. Et là, c'est une observation personnelle que je ferai, l'ayant constaté, certains pays, qui, comme la Roumanie par exemple, que je connais assez bien, ont gardé, et c'est un point qu'Eliade a beaucoup mis en valeur, ont gardé un sous-sol archaïque païen, associé quelquefois à des rituels chrétiens. Et bien curieusement, c'est là où souvent le christianisme est le mieux et durablement implanté. Parce que justement ces racines païennes assurent cet ancrage. Et donc c'est vraiment une question qui est très présente d'ailleurs dans l'histoire des religions d'Eliade. L'hypothèse la plus audacieuse de Jung, et là je passe très vite vraiment pour terminer sur cette ouverture ultime, si on peut dire, cette hypothèse, sans doute une des plus audacieuses en tout cas, est enfin que la psychologie analytique et la physique quantique puissent l'une et l'autre contribuer à restaurer la vision d'un monde unifié, ce que Jung nomme l'unus mundus, grâce en particulier au phénomène de synchronicité qui associe dans l'instant, dans le kairos, extériorité et intériorité,
et dont je dirais plutôt que c'est une sorte d'expérience simultanée du kairos, donc de l'instant, et de l'aion, c'est-à-dire l'éternité, ou l'intemporalité. Or, ce monde réunifié relève davantage de la vision qu'on en acquiert justement à travers, par exemple, un phénomène synchronistique, que de la représentation. Ce n'est donc pas une nouvelle vision du monde qui se substituerait à l'ancienne, au risque de donner naissance à une nouvelle idéologie. Et là, on serait reparti pour un isme de plus supplémentaire. Alors, pour conclure, j'espère vous avoir quelque peu convaincu que le qualificatif de visionnaire est bien celui qui permet de se faire l'idée la plus juste de l'étonnante créativité, de l'étonnante activité créative et anticipatrice d'un des plus grands génies du XXe siècle, un génie dont la lucidité, mais aussi la bienveillance et la sagesse mériterait incontestablement d'être aujourd'hui mieux entendue, alors que l'humanité risque plus que jamais, et il semble qu'il y ait là une accélération, de courir à sa perte. Bien, j'ai presque tenu le...